Quand ma femme m'a dit, avec le plus grand calme, je vais inverser ma ligature des trompes. Mon ex veut avoir des enfants avec moi, j'ai cru à une plaisanterie. Mais ce n'en était pas une. J'ai répondu tranquillement, fais ce que ton cœur te dicte. Et cette même nuit, j'ai entamé la procédure de divorce et gelé tous mes biens. Son avocat m'a appelé après l'opération comme si rien ne s'était passé. Je m'appelle Black, j'ai 41 ans. J'ai été avec Samantha pendant 15 ans, marié depuis 12. Dès le premier jour, nous avions un pacte indestructible, pas d'enfant. Ce n'était pas un, peut-être un jour, plein de sous-entendus. Nous avions été clairs et catégoriques. Aucun de nous n'en voulait. Nous aimions notre liberté, notre argent, notre tranquillité, nos escapades improvisées. Nous aimions notre vie telle qu'elle était. Tellement, que 5 ans après notre mariage, elle a décidé de se faire ligaturer les trompes. Je l'ai emmenée à la clinique, j'ai pris un jour de congé, je l'ai soignée pendant sa convalescence, je lui ai apporté de la soupe et des glaces. Ce soir-là, nous avons célébré avec un vin coûteux. Nous avions le sentiment de sceller la vie que nous voulions tous les deux. Sans regret, sans doute. Nous avions bâti notre monde autour de cette décision. Une belle maison dans un bon quartier, de solides économies, 2 voyages par an, un sous les tropiques l'hiver, un en Europe l'été, et des projets de retraite anticipés. Tout s'emboîtait parfaitement. Il y a 3 semaines, un mercredi soir comme un autre, nous dînions des pâtes avec une sauce marinara que je perfectionnais. Nous parlions de choses banales, le jardin négligé des voisins, des soucis au travail, l'idée de rénover la terrasse l'été. Rien d'extraordinaire. Puis, sans aucune emphase, comme si elle commentait le manque de lait dans le frigo, Samantha a lâché la bombe. Lizen m'a écrit. Il veut avoir des enfants avec moi. Lizen Russo. Son ex, d'il y a 16 ans. Celui qu'il avait quitté pour une femme plus jeune quand elle avait 30 ans. Le grand amour de sa vie, du moins d'après ce que j'avais entendu pendant notre première année ensemble. Pendant des mois, elle m'avait parlé de cette relation unique, de sa souffrance quand il était parti. Puis plus un mot. J'avais cru que c'était du passé. Ma fourchette est restée en l'air. Et pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Parce que je pense à me faire opérer pour annuler la ligature, a-t-elle répondu, comme si ce n'était rien. La fourchette est tombée dans l'assiette avec un bruit sec. Je l'ai regardé, interdit. C'est alors qu'une expression douce et rêveuse a envahi son visage, comme si elle évoquait des vacances parfaites. Il a réalisé que me quitter était une erreur. Nous discutons depuis des mois. Il veut réessayer et fonder une famille avec moi. Des mois. Ils étaient en contact depuis des mois, et je n'en savais rien. Comment ça, des mois? Et tu ne m'en parles que maintenant? Au début, c'était juste des messages, des mais. Rien de physique. Puis des appels, a-t-elle dit, comme si cela rendait les choses moins graves. Donc tu veux me quitter pour lui? Non, je ne veux pas te quitter. Et là est venue la partie véritablement absurde. Elle m'a expliqué qu'Izen ne pouvait pas subvenir aux besoins d'enfants seuls. Il était au chômage, mais nous pouvions. Que j'avais un bon salaire, un crédit immobilier presque remboursé, de solides économies. Que nous pourrions élever les enfants ensemble, comme une famille moderne. Elle parlait avec une sérénité glaçante, comme si elle suggérait d'adopter un chien ou de refaire la salle de bain. Tu es en train de me demander d'élever les enfants de ton ex, ai-je dit, incrédule. Et il serait aussi présent, juste, pas financièrement, pour le moment. Ce serait comme un oncle sympa qui les voit le week-end. Il est très artistique. Il ferait des activités créatives avec eux, a-t-elle dit en souriant, comme pour décrire quelque chose de merveilleux. Un oncle sympa qui se trouve aussi être leur père biologique. Tu exagères. Tu rends ça bizarre, a-t-elle rétorqué, agacée. Parce que ça l'est, Samantha. C'est complètement absurde. Elle est passée sur la défensive. Elle s'est redressée sur sa chaise, a changé de ton et m'a traité d'esprit étriqué. Elle a parlé des familles modernes aux formes multiples, de la beauté que cela pourrait avoir si j'ouvrais mon esprit. Elle a expliqué qu'Izen apporterait des valeurs et de la créativité aux enfants, tandis que moi, trop logique et structuré, n'apporterait qu'une stabilité financière. Tout semblait répété, comme un discours bien rodé. Samantha, nous étions d'accord pour ne pas avoir d'enfants. Tu t'es fait opérer pour ça. Les gens changent. J'ai le droit de changer d'avis. Oui, tu peux changer d'avis.
Mais tu ne peux pas ramener les enfants de ton ex chez moi et t'attendre à ce que je les entretienne, pendant qu'ils jouent à l'artiste bohème, ai-je dit froidement. C'est notre maison. Notre argent. Ce qui est à toi est à moi, et vice-versa. C'est ça, un mariage, a-t-elle insisté. C'est à ce moment que tout est devenu limpide. Elle s'attendait réellement à ce que je finance sa seconde chance avec Izen. Ce n'était ni un coup de tête, ni une plaisanterie cruelle, ni un test malsain. C'était un plan. Elle avait bien réfléchi. Discuter avec lui. Rechercher des procédures de réversion, planifier la nouvelle vie qu'ils auraient ensemble, et présumer que j'allais simplement dire « oui ». Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répété « fais ce que ton cœur te dicte, Samantha ». Pendant une seconde, elle a souri, soulagée, comme si elle venait d'obtenir mon approbation. Vraiment? Tu accepterais d'y réfléchir? Je sais que c'est peu conventionnel, mais... Je ne l'ai pas laissé finir. Je te dis de faire ce que tu veux. Mais ne compte pas sur moi. Je ne ferai pas partie de ça. Ni émotionnellement, ni financièrement. Son sourire a disparu sur le champ. Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. Tu es mon mari. Tu ne peux pas m'abandonner. Je ne t'abandonne pas, ai-je répondu calmement. C'est toi qui as choisi Izen. Je choisis simplement de ne pas en faire partie. Elle s'est levée sans un mot de plus et est allée se coucher. Elle ne m'a plus adressé la parole de la soirée. Le lendemain matin, en préparant le café, je l'ai vue assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert sur des recherches concernant les chirurgies de réversion tubaire. Elle ne se cachait même pas. Elle lisait sur les taux de réussite, les témoignages de patientes, comparait les prix, comme si la décision était déjà prise. Ce jour-là, depuis mon bureau, j'ai passé 2 appels. Le premier à Richard Cohen, l'avocat qu'un collègue avait engagé lors de son propre divorce. Le second, à mon conseiller financier, pour discuter de stratégie de protection patrimoniale. Tous deux étaient d'accord sur un point, je devais tout documenter. Absolument tout. Chaque conversation, chaque SMS, chaque mouvement d'argent. Il fallait tracer une piste claire dès le début. La chirurgie de réversion fut programmée avec une rapidité qui me surprit. Samantha avait trouvé une clinique privée à 2 heures de route, spécialisée dans les procédures de fertilité. Il lui offrait un créneau dans 2 semaines seulement, si elle payait d'avance. Le coût total, 8 000 pour l'intervention, plus 2 000 supplémentaires pour l'anesthésie, les frais de clinique et les consultations de suivi. Soit environ 10 000 $. Et bien sûr, devinez qui était censé payer. Un lundi matin, alors que je prenais mon café avant le travail, elle a glissé sur la table un formulaire d'autorisation de paiement. En haut, le logo de la clinique. En bas, un espace blanc pour le montant. J'ai juste besoin de ta signature. La clinique exige le paiement complet à l'avance. Il n'accepte pas les paiements échelonnés, a-t-elle dit avec la plus grande naturalité. J'ai regardé le papier, puis elle. Je ne paierai pas pour ça. C'est notre argent. Nous sommes mariés. Nous avons des comptes joints pour une raison, a-t-elle rétorqué. C'est de l'argent pour que tu aies les enfants d'un autre homme. Ne compte pas sur moi. Son visage est devenu écarlate. Elle s'est mise à crier, à 7 heures du matin, m'accusant de contrôle financier, de manipulation émotionnelle et de vouloir l'enfermer dans une vie qu'elle ne voulait plus. Elle parlait de rêves, d'épanouissement personnel, de changements de vie qu'on devait affronter ensemble. Les voisins ont probablement tout entendu. Je n'ai pas discuté. J'ai pris mes clés et suis parti travailler. 1 heure plus tard, sa sœur Amanda m'a appelé. Elle ne m'a jamais supporté. Elle a toujours pensé que Samantha s'était rabaissée en m'épousant, que j'étais trop conventionnel et qu'elle méritait quelqu'un de plus libre et créatif. C'est quoi cette histoire? Tu refuses de payer pour les soins médicaux de Samantha, a-t-elle attaqué. Ce ne sont pas des soins médicaux. Elle veut annuler sa stérilisation pour avoir les enfants de son ex. C'est ta femme. Tu devrais la soutenir. Ça veut dire être à ses côtés en tout, a-t-elle insisté. La soutenir ne signifie pas financer ses retrouvailles romantiques avec Izen Russo, ai-je répondu froidement. Tu es mesquin et contrôlant. Tu l'empêches d'avoir des enfants par pure rancœur, m'a-t-elle accusé. Je ne veux pas payer pour élever les enfants d'un autre homme. La différence est assez claire. Mais tu vas le regretter quand elle te quittera. J'en doute,
ai-je répondu avant de raccrocher. Dans l'heure qui suivit, Amanda m'a bombardé de messages interminables. Elle m'a traité de mauvais mari, d'égoïste, et a prédit que je mourrais seul. J'ai arrêté de lire au 3e. Samantha a fini par retirer 10 000 $ de son fonds de retraite. Avec les pénalités et les impôts, le coût final a tourné autour de 12 000. Elle était furieuse, convaincue que je l'avais forcée à se saigner aux 4 veines, que c'était une manœuvre pour la saboter et la punir d'avoir été honnête sur ses sentiments. Pendant ce temps, j'avais déjà eu ma réunion officielle avec Richard Cohen. J'avais apporté des copies imprimées de tous nos échanges. Dès lors, je n'ai plus communiqué avec Samantha que par message. Chaque mot était enregistré. Moi, juste pour confirmation, tu vas te faire opérer pour avoir des enfants biologiques avec Izen. Elle, oui. Tu m'avais promis de me soutenir quand on s'est marié. Moi, je t'ai dit de suivre ton cœur. Je n'ai jamais accepté d'élever les enfants d'un autre homme. Elle, tu es mon mari. Bien sûr que tu vas m'aider à les élever. On est une équipe. C'est ce que font les équipes. Moi, et quelle est exactement la contribution d'Izen dans cette équipe? Elle, il fournira le matériel génétique et le soutien émotionnel pour les enfants. Moi, et financièrement? Elle, il est en train de reconstruire sa vie. Il a eu de la malchance au travail. Ne sois pas cruel. Moi, donc, je paie pour tout, et lui, il débarque comme le papa sympa. Elle, tu simplifies tout à l'extrême. Moi, non. C'est toi qui compliques tout. Quand Richard lut ces échanges, il se renversa dans son fauteuil et laissa échapper un rire sec. C'est parfait. Continue comme ça. Il faut que tout reste par écrit, me dit-il. L'opération était prévue pour un vendredi, 2 semaines plus tard. La veille au soir, elle faisait sa valise en fredonnant un air joyeux, comme pour des vacances. Izen va m'emmener demain. Il veut être là pour me soutenir et me ramènera à la maison, commenta-t-elle, enthousiaste. Quelle attention, répondis-je avec sarcasme. Ne sois pas comme ça. C'est quelque chose de beau. Je crée la vie avec quelqu'un que j'aime. Je construis quelque chose de signifiant, déclara-t-elle sans hésitation. Tu l'aimes? Je ne l'ai jamais arrêté. J'ai juste essayé de tourner la page. Mais on ne peut pas lutter contre une vraie connexion. Et nous, alors? On a un bon partenariat, une vie stable. Ça ne change pas. Quand ils naîtront, tu les aimeras. Les bébés changent tout. Tu t'y attacheras. Tu verras. Dans son esprit, d'une manière ou d'une autre, j'allais accepter sans résistance d'élever les enfants d'un autre homme. Elle pensait qu'à la seconde où je les verrais, tout se résoudrait magiquement parce que, les bébés sont tellement mignons. Le vendredi matin, je travaillais de chez moi. J'avais dit à mon patron que j'avais des affaires personnelles importantes à régler. Il n'avait pas posé de questions. À 9 h, je reçus un message de Samantha, admise à la clinique. Souhaite-moi bonne chance. Je ne répondis pas. À 9 h 15, je mis en œuvre le plan que Richard Cohen et moi avions soigneusement préparé. Je déposai la requête initiale en divorce. Tous les documents étaient prêts. Il ne manquait plus que ma signature et le paiement des frais. Tout fut envoyé électroniquement. J'appelai la banque pour faire geler les comptes joints, une procédure tout à fait légale pendant une procédure de divorce. Je redirigeai mon virement salarial vers un nouveau compte individuel ouvert quelques jours plus tôt. J'annulai les cartes partagées dont j'étais le titulaire principal. Puis, j'appelai mon assureur vie et changeai la bénéficiaire. Ce ne serait plus Samantha, mais mon frère. À 10 h, tout était réglé. Documents déposés, actifs protégés, nouveaux comptes opérationnels. À 11 h 30, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je laissai aller sur la messagerie. Le premier message était de Patricia Delgado, l'avocate représentant Samantha. Son ton était urgent et elle demandait que je la rappelle immédiatement au sujet d'une affaire légale importante. J'ignorais le premier appel, mais elle insista. Elle rappela à midi, à 12 h 30, et encore à 13 h. Finalement, à 13 h 15, je décrochai. Monsieur Black, je suis Patricia Delgado, l'avocate de Samantha Black. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que vous venez de faire? J'ai déposé une requête en divorce, répondis-je calmement. Elle vient juste de sortir de chirurgie et vous avez gelé ses comptes alors qu'elle est à l'hôpital, me réprimanda-t-elle.
Cette décision a été prise au moment même où elle a choisi Izen et ses enfants hypothétiques au-dessus de notre mariage, répondis-je sans hésiter. C'est de la violence financière. C'est illégal. Je vais demander le gel de vos propres actifs, me menaça-t-elle. Ce n'est pas illégal. C'est une mesure standard de protection patrimoniale dans le cadre d'une procédure de divorce. Tout avocat spécialisé en droit de la famille peut vous le confirmer. Elle a besoin d'accès à des fonds. Elle a des frais médicaux. Elle avait déjà accès à 10 000 $. Elle a choisi de les dépenser pour une chirurgie visant à avoir les enfants d'un autre homme. C'était son choix, répondis-je froidement. Un long silence s'ensuivit. J'entendis le bruit de papier qu'on manipulait de l'autre côté de la ligne. Elle devait être en train de revoir les éléments du dossier. Vous aviez accepté cet arrangement. Elle affirme que vous l'avez soutenu. J'ai des messages avec date, heure et accusé de réception qui prouvent le contraire. Voulez-vous que je vous les renvoie? Nouveau silence. Nous reprendrons contact, Monsieur Black, dit-elle enfin, avant de raccrocher. Je me renversai dans le fauteuil de mon bureau à la maison. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis le poids sur mes épaules commencer à se dissiper. La bombe était lâchée. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre les conséquences. Samantha rentra le samedi après-midi. Izen la déposa devant la maison. Je l'observais depuis la fenêtre du salon de mon frère, où je m'étais installé depuis le vendredi matin. Je ne voulais pas être témoin de sa réaction en découvrant ce que j'avais fait. Izen ne l'accompagna même pas jusqu'à la porte. Il se contenta de garer sa vieille Honda Civic 2009 au pare-choc enfoncé, l'aida à descendre, lui donna une étreinte rapide et repartit. Un futur père exemplaire. 30 secondes plus tard, ma voisine m'envoya un message, « Tu devrais entendre les cris ». D'après elle, Samantha trouva les papiers du divorce posés sur le plan de travail de la cuisine, exactement où je les avais laissés. Son cri fut si fort que le chien de la voisine se mit à aboyer sans s'arrêter. Puis, vint le chaos. Elle essaya de commander de la nourriture via une application, mais sa carte de crédit fut refusée. Elle tenta d'utiliser sa carte de débit au distributeur, compte gelé. Elle appela à plusieurs reprises. Je ne répondis à aucun appel. Je laissai tous les messages aller directement sur la messagerie vocale. En à peine 20 minutes, elle en laissa 6. Au début, elle semblait confuse. Puis, furieuse. Ensuite, désespérée. Et enfin, suppliante. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as gelé les comptes? C'est de la folie. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de manger. Je viens juste de sortir de chirurgie. Tu ne peux pas me faire ça. Je vais appeler mon avocate. Tu vas le regretter. S'il te plaît, réponds-moi. On peut parler. Je t'explique tout. Appelle-moi juste. Je te déteste. Tu es un psychopathe contrôlant. Tu veux me détruire quand je suis vulnérable? Je suis désolé. On peut parler. J'ai peur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne répondis à aucun de ces messages. Le dimanche matin, le comité de soutien arriva, Amanda, sa mère Carole, une amie proche, et Izen lui-même. Je savais que cette confrontation était inévitable, alors je me rendis directement à la maison pour y faire face. Amanda m'intercepta avant même que je monte les marches du perron. « Tu es un monstre », cria-t-elle vers moi. Là elle vient de se faire opérer. Elle souffre, elle peut à peine marcher, et tu fais ça? Une chirurgie que je ne voulais pas, que je n'ai pas approuvée et que je n'ai pas payée, rétorquai-je. Carole, petite et mince, la cinquantaine passée mais au tempérament belliqueux, pointa son doigt vers moi. Le mariage, c'est un engagement. C'est surmonter les épreuves ensemble. L'engagement, répondis-je sans m'emporter. Vous voulez que j'élève les enfants de votre ex, pendant qu'ils jouent au papa sympa le week-end? Où est l'engagement là-dedans? C'est alors qu'Izen prit la parole. Un type mince, avec une barbe clairsemée et un chignon ridicule, un t-shirt de groupe et un jean déchiré. Et écoute, je sais que c'est peu conventionnel, mais on essaie de construire quelque chose de vrai. Ce qui compte, c'est l'amour, pas l'argent, dit-il de sa voix faussement spirituelle. Izen, avec tout le respect que je te dois, ferme-la, le coupai-je net. Tu n'as pas su t'engager avec elle il y a 16 ans. Tu l'as quittée pour une plus jeune. Tu n'as pas de travail, pas d'argent.
Et maintenant tu l'as convaincu de briser son mariage pour avoir des enfants que tu ne peux même pas subvenir. Soit tu es un manipulateur chevronné, soit elle a complètement perdu la raison. Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. J'ai fait une erreur, mais maintenant je suis prêt, répliqua Théil. Alors paie tout toi-même. Soutiens-la toi-même. Construis cette vie authentique dont tu parles. Je suis, entre deux opportunités professionnelles pour le moment, balbutia Théil. L'impressionnant, dis-je avec sarcasme. C'est fou, ce hasard, que tu sois au chômage. Amanda s'interposa. Tu la laisses sans rien. Elle t'a donné les meilleures années de sa vie, elle a soutenu ta carrière, elle a fait de cette maison un foyer, et maintenant tu la jettes à la rue comme ça? Elle aura ce qui lui revient légalement, la moitié des biens conjugaux. Mais je ne vais pas financer le projet reproductif d'Isen. Je ne vais pas élever les enfants d'un autre homme, ni jouer les figurants dans leur fantasme familial. Elle a choisi de donner les prochaines années de sa vie à lui. Et chaque choix a ses conséquences. Carole sortit son téléphone et commença à filmer, braquant l'objectif directement sur moi. C'est de la violence économique. Tu la mets à la porte et tu la laisses sans un sou. Les gens doivent savoir ça, s'exclama Théil. C'est littéralement ma maison, répondis-je. Elle est à mon nom. Je l'ai achetée avant notre mariage. C'est un bien conjugal. Peu importe qui l'a acheté, répliqua Théil. C'est à ce moment que Richard Cohen, qui était venu sur place pour s'assurer que rien ne dégénère, sortit de sa serviette une copie de l'acte de propriété. En fait, bien acquis avant le mariage. Jamais refinancé, son nom n'y a jamais été ajouté. Voici la documentation, dit-il avec un calme professionnel. Carole ne cessa pas de filmer, comme si elle assistait à un événement majeur. Elle murmurait des phrases sur « faire justice », « donner de la visibilité », et que « le monde devait voir ce qu'il se passait dans cette maison ». Son ton était presque théâtral, comme un acte héroïque. Le téléphone en l'air, elle se promena dans le couloir, filmant Samantha gémissante et en larmes, narrant chaque seconde comme si elle était l'héroïne d'un feuilleton. Après près d'une heure d'une tension insoutenable, une heure entière à subir les commentaires sarcastiques, les soupirs exagérés, les phrases pré-répétées, ils finirent par partir. Quand la porte se referma et que le silence revint dans la maison, Samantha se mit à sangloter de plus belle. Elle dit que ses incisions la faisaient souffrir, qu'elle avait besoin de repos, que tout cela était trop pour elle. Amanda s'approcha et l'aida à se coucher dans la chambre d'amis, dans ma propre maison. L'ironie ne m'échappait pas. Elle avait pris la décision d'annuler sa stérilisation pour avoir les enfants d'un autre homme. Et voilà que je devais assister, impuissant, à ce qu'elle se repose confortablement sous mon toit, alors que je n'avais plus ma place dans ma propre maison. Cette chambre d'amis avait été conçue des années auparavant pour accueillir la famille lors des fêtes, pour avoir un espace supplémentaire en cas d'urgence, pas pour que mon épouse s'y installe après avoir planifié un enfant avec son ex. Et pourtant, elle était là. Moi, de mon côté, je finis par faire une valise improvisée et passer les nuits chez mon frère, tout en continuant de rembourser le crédit d'une maison où je ne pouvais plus demeurer. Chaque brique, chaque recoin me rappelait que ce n'était plus mon foyer dans les faits, même si c'était encore légalement le mien. Cette même nuit, quand la tension semblait un peu retomber, le téléphone fixe sonna. J'avais oublié de bloquer cette ligne. En décrochant, j'entendis sa voix tremblante. « Tu te souviens de notre mariage ?» dit Samantha. « Tu avais promis de rester à mes côtés, de tout faire pour moi, qu'on était une équipe, toi et moi contre le monde. » Je gardai le silence quelques secondes, tentant de ne pas perdre mon calme. « Oui. Je m'en souviens parfaitement, » répondis-je. Mais je me souviens aussi que cette promesse avait des limites logiques. Élever les enfants de ton ex n'entre dans aucune définition des équipes. Elle poussa un soupir, comme si elle jouait pour une caméra invisible. Tu ne pourrais pas apprendre à les aimer, dit-elle d'une voix doucereuse. Les gens élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs biologiques tout le temps. Il existe des familles qui fonctionnent comme ça. Je pourrais aussi apprendre à jongler, rétorquai-je froidement. Ça ne veut pas dire que j'en ai envie. Et en plus de ça, tu choisis de citer Isen ? Isen dit qu'en réalité, tu te sens menacé par lui. Que tu ne supportes pas qu'il soit dans ma vie. Je laissai échapper un rire bas. Menacé par un homme qui n'a pas d'emploi et qui essaie de te convaincre de financer sa descendance ? Je ne me sens pas menacé, Samantha. J'ai de la répulsion. Pourquoi tu es si cruel ? Demanda-t-elle entre deux sanglots.
Je ne suis pas cruel. Je suis réaliste. Tu choisis une vie qui ne respecte pas mes limites. Tu veux avoir des enfants avec un autre homme et que je finance cette décision. Dire non n'est pas de la cruauté. C'est poser des limites claires. Le lundi, Samantha changea de stratégie. Elle publia sur Facebook un long texte, rédigé comme un manifeste féministe. Elle parlait de violence financière, d'hommes contrôlants, du droit des femmes à disposer de leur corps sans représailles. Elle terminait par des phrases comme « mon corps, mes règles, et personne ne devrait punir une femme pour avoir choisi son avenir ». Les réactions ne se firent pas attendre. Ses amis inondèrent la publication de messages de soutien. « Tu es si courageuse, tu mérites tellement mieux, quel monstre de mari !» Mais mes amis, qui connaissaient la vraie histoire, rétablirent vite les faits. L'un écrivit « N'est-ce pas toi qui as décidé de retourner avec ton ex pour avoir des enfants ? C'est bien de ça dont il s'agit ?» Un autre commenta « Juste pour confirmer, tu attends que ton mari finance les enfants que tu veux avoir avec un autre homme. » La publication disparut en moins d'une heure. Et comme on pouvait s'y attendre, elle les bloqua tous les deux. 2 semaines après la chirurgie, alors que tout semblait s'être calmé et que les gens avaient choisi leur camp, vint le coup suivant. Patricia Delgado, son avocate, envoya une notification formelle. Elle réclamait une pension alimentaire complète pendant 5 ans, 2500 $ par mois. La maison à son nom. La moitié de mes fonds de retraite, environ 70 000 $. Le remboursement intégral de la chirurgie de réversion, 10 000 $, ainsi que les frais post-opératoires. Et le point le plus surréaliste, une pension future pour des enfants qui n'existent même pas encore, conçue avec Isen. Quand Richard Cohen, mon avocat, lut le document, il éclata d'un rire si franc qu'il résonna dans tout le couloir. « C'est la chose la plus créative que j'ai vue de ma carrière, dit-il, laissant tomber le papier sur la table et se renversant dans son fauteuil. Une pension pour des enfants qui n'existent pas et qui ne seraient même pas les vôtres. Incroyable. » Notre réponse fut immédiate et ferme, partage standard des biens, sans pension. Samantha a un emploi stable comme organisatrice d'événements, avec un salaire annuel d'environ 45 000 $. Qu'elle assume sa propre dette médicale. Je garderai la maison, les biens seraient partagés 50-50e, point final. 3 jours plus tard, Patricia contre-attaqua avec une motion encore plus agressive. Il m'accusait de manipulation financière et de coercition reproductive, affirmant que j'avais poussé Samantha à se faire ligaturer les trompes des années auparavant et que maintenant je la punissais pour avoir exercé sa liberté reproductive. Richard me regarda, sérieux, mais avec une lueur d'amusement dans les yeux face à l'absurdité de l'accusation. Coercition reproductive. Alors qu'elle se fait opérer pour avoir des enfants avec un autre homme, ils ne pourront pas soutenir cette narration. Vous avez la documentation, les messages, les accords antérieurs. Gardez tout par écrit. Ne laissez rien dans le flou. La médiation fut fixée à un jeudi, à 14 h. La salle de conférence du cabinet de Richard était froide et minimaliste, une longue table en bois sombre, une carafe d'eau parfaitement alignée au centre, une boîte de mouchoirs et un silence qui semblait être un présage. Samantha arriva accompagnée d'Isen Russo, ce qui surprit Richard. « Pourquoi Monsieur Russo est-il présent » demanda-t-il d'un ton incisif. « Je suis là pour lui apporter un soutien émotionnel » répondit Isen, s'asseyant comme s'il faisait partie de la procédure légale. « Il s'agit d'une médiation, pas d'une séance de thérapie » rétorqua Richard sans cacher son agacement. « Il est mon partenaire désormais » dit Samantha, entrelaçant sa main avec celle d'Isen et s'asseyant à ses côtés comme pour donner un spectacle. « Depuis quand » demandai-je, sentant mon sang bouillir. « Depuis que tu m'as abandonné » répondit-elle avec une froideur calculée. Patricia intervint, comme si chaque réplique avait été répétée. Ma cliente s'est vue contrainte de chercher du soutien ailleurs lorsque M. Black a retiré tout appui financier et émotionnel après son intervention médicale. J'ai retiré mon soutien pour financer le projet familial de quelqu'un d'autre, rétorquai-je. Ce n'est pas la même chose. La discussion tourna en rond pendant près de 2 heures. Samantha insistait, elle avait besoin de la maison, pour les bébés à venir, pour la stabilité, pour l'espace, pour le jardin, comme si j'étais obligé d'être le pilier d'un foyer où un autre homme vivrait, élevant des enfants qui ne sont pas les miens. Finalement, Robert, le médiateur, un homme d'un certain âge avec un air d'épuisement dans le regard, décida d'aller droit au but. « Madame Black, de quel bébé parlons-nous, exactement ?»« Des enfants que je prévois d'avoir avec Monsieur Russo, répondit-elle,
sans la moindre gêne. Donc, vous demandez à votre mari de financer ses futurs enfants, qui n'existent même pas encore? Ce sont des enfants innocents, répondit Samantha, sur un ton dramatique. Ils méritent du soutien, indépendamment de la biologie. Des enfants qui n'existent pas encore, insista Robert. Ils vont exister. Nous y travaillons, dit-elle. Izen, tout excité, ajouta, oui, nous y sommes très engagés. Robert tourna son regard vers Izen. Alors, peut-être devriez-vous, monsieur Russo, assumer ce soutien financier. Izen s'agita, mal à l'aise sur sa chaise. Je suis artiste. Mon travail n'est pas une question d'argent, mais d'expression créative et de sens. Le silence qui suivit fut presque comique. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul son audible. Robert leva un sourcil et dit, donc, vous voulez avoir des enfants, sans revenus réels? L'amour est plus important que l'argent, répondit Izen avec solennité. Robert le regarda sans cligner des yeux. Les bébés ont besoin de nourriture, monsieur Russo. Et la nourriture coûte de l'argent. C'est une vision capitaliste, rétorqua-t-il. Je faillis éclater de rire au milieu de la médiation, mais Richard me donna un discret coup de pied sous la table pour me contenir. La session se termina sans aucun accord. Elle insista sur la maison, la pension et le soutien pour sa nouvelle vie, et je fis clairement comprendre que je ne financerais pas un projet qui ne m'appartenait pas. Je refusai catégoriquement d'offrir quoi que ce soit au-delà du partage standard prévu par la loi en cas de divorce. Richard Cohen, mon avocat, déposa une requête pour accélérer la procédure de divorce. En invoquant des différences irréconciliables et un abandon du pacte matrimonial, le juge accepta d'examiner l'affaire en priorité et fixa une audience préliminaire pour la semaine suivante. Entre-temps, Samantha et Izen agissaient comme s'ils étaient chez eux. Elle l'avait laissé emménager temporairement après que son colocataire, un certain Hasson, lui expulsé pour non-paiement de 3 mois de loyer. Lassé d'attendre, Hasson lui avait donné 48 heures pour faire ses valises. Izen, plutôt que de se reprendre, s'était installée confortablement dans ma maison. Celle dont je remboursais encore le crédit, mais où je ne pouvais pas rester parce que Samantha s'y remettait et y vivait avec son ex. Moi, de mon côté, j'avais dû m'installer dans la chambre d'amis chez mon frère. Un espace exigu, avec un futon inconfortable et peu d'air. Bien que ma belle-sœur ait été gentille au début, ma présence commençait clairement à peser. Ses enfants n'arrêtaient pas de demander pourquoi l'oncle Black habitait chez eux. Un vendredi soir, vers 22 heures, je reçus un message de mon voisin, Izen est en train de déplacer des meubles. Beaucoup de bruit. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Imaginez ma fureur en apprenant que ce type sans emploi ni toit réorganisait les meubles de ma propre maison. Le lundi suivant, avant d'aller travailler, je décidai de passer à la maison pour m'assurer qu'il ne l'avait pas saccagée. Sa vieille Honda Civic cabossée et écaillée était garée dans mon garage comme si c'était sa propriété légitime. Le samedi, las de porteur des vêtements empruntés, je décidai d'aller chercher plus d'affaires. En arrivant, quand j'insérai ma clé, elle ne tourna tout simplement pas. J'essayai de nouveau. Rien. Samantha avait changé les serrures de ma maison. La maison que j'avais achetée des années avant de la connaître. Je frappai fort à la porte. Samantha, ouvre, dis-je en élevant la voix. Silence. Je frappai à nouveau. J'ai besoin de récupérer mes affaires. Ouvre cette porte. De l'intérieur, j'entendis sa voix, tu n'es pas le bienvenu ici. Puis, la voix d'Izen s'approcha, elle vit ici, mon pote. Tu l'as abandonné. Tu ne peux pas débarquer quand ça te chante. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Samantha réside ici. Tu es agressif. Je vais appeler la police, rétorqua-t-il d'un ton insolent. Fais-le. S'il te plaît, fais-le. Et il le fit. J'entendis distinctement sa conversation avec la standardiste, oui, il y a un homme à la porte de la maison. Il menace ma copine. Ma copine. Il l'appelait sa copine alors que nous n'étions même pas légalement divorcés. 15 minutes plus tard, 2 policiers arrivèrent, une femme d'âge mûr à l'air lasse et un jeune homme. Que se passe-t-il ici, demanda-t-elle. C'est ma maison. Mon nom figure sur l'acte de propriété. Ma femme a changé les serrures sans mon autorisation et m'empêche d'entrer, expliquai-je. Votre femme habite ici, demanda l'agent plus jeune.
C'est mon épouse, légalement séparée. Le divorce est en cours. Cette propriété est un bien acquis avant le mariage. Elle s'y est simplement installée et y a amené son compagnon. Je me suis tenu à l'écart pour éviter les conflits, mais je dois récupérer mes affaires, répondis-je calmement. Monsieur, c'est une affaire civile. Nous ne pouvons pas forcer l'entrée. Vous devrez régler cela au tribunal, déclara la policière. Depuis la porte, Izen, avec ce sourire suffisant qui me faisait bouillir le sang, lança « Vous avez entendu ? Décampez. Arrêtez de nous importuner. » Monsieur, vous habitez ici ? Demanda la policière en le regardant droit dans les yeux. J'apporte mon soutien à Samantha dans un moment difficile, dit l'imposteur. Votre nom ? Lizen Russo. L'agent nota le nom et, me regardant directement, dit « Contactez votre avocat. Réglez cela légalement. » Ils partirent. Izen ferma la porte. Je restai planté sur le perron, regardant ma propre maison comme un étranger. Le lundi, Richard Cohen déposa une requête en urgence pour l'usage exclusif de la propriété, joignant l'acte de propriété, les relevés de remboursement de crédit prouvant que j'étais le seul à payer, et toute la documentation nécessaire. Le juge fixa l'audience au mercredi. Rapide. Le mardi soir, un huissier se présenta à la porte de la maison de mon frère. Il me tendit des documents. Samantha avait demandé une ordonnance restrictive. Elle prétendait que j'étais apparu de manière répétée de façon agressive, que j'avais contrôlé les finances pour la manipuler, fait des menaces, et qu'elle craignait pour sa sécurité. Mensonge sur mensonge. C'est le manuel classique de la manipulation, dit Richard. Elle essaie de créer une narration où vous êtes l'agresseur. Comme ça, elle établit sa résidence et tente de garder la maison par la peur et la victimisation. C'est astucieux, mais ça ne marchera pas. L'audience du mercredi fut un spectacle. Samantha apparut vêtue d'une robe de grossesse à fleurs, comme dans une pièce de théâtre. Elle ne pouvait pas être enceinte. À peine 3 semaines s'étaient écoulées depuis la chirurgie. Pourtant, elle était là, posant une main sur son ventre plat, incarnant la victime parfaite. Patricia Delgado, son avocate, la peignit en femme vulnérable, économiquement contrôlée, terrifiée par un ex-mari agressif utilisant la propriété comme outil de domination. Elle parla de rêves de maternité, de projets de vie volée, d'une prétendue menace constante. Richard Cohen répondit avec des faits. Il présenta l'acte de propriété, datant de 3 ans avant notre mariage. Il montra les messages où Samantha planifiait son nouveau départ avec Izen. Il exhiba les relevés bancaires prouvant qu'elle avait retiré $10 000 de son fonds de retraite. Et, coup de grâce final, il présenta les images de la caméra de sécurité de mon voisin, montrant clairement Izen transportant des cartons et réorganisant les meubles à l'intérieur de ma maison. Le juge l'observa par-dessus ses lunettes. « Madame Black, êtes-vous enceinte ? » « Pas encore, votre honneur, mais je l'espère bientôt, » répondit-elle. « Avec Monsieur Russo ? » ?»« Oui. »« Alors que vous êtes toujours marié à Monsieur Black ? » ?»« Il m'a abandonné émotionnellement, » répondit-elle d'une voix tremblante. Le juge examina les documents pendant plusieurs minutes, qui parurent une éternité. Enfin, il prononça. Ordonnance restrictive rejetée. Aucune preuve de menace crédible. Monsieur Black obtient l'usage exclusif de la résidence. Madame Black et Monsieur Russo ont 48 heures pour quitter les lieux. Samantha perdit tout contrôle. Elle hurla au milieu de la salle, c'est de la discrimination. J'ai des droits. Je suis une femme qui essaie de fonder une famille et on me retire mon foyer. Le juge, imperturbable, se contenta de dire « Vous avez le droit de poursuivre votre relation avec Monsieur Russo ailleurs. » 48 heures. Il frappa du marteau. L'audience est close. Le vendredi, jour du déménagement, je décidai de ne prendre aucun risque. J'embauchai 2 policiers hors service pour garantir que tout se passe sans incident. Cela me coûta $300 pour 4 heures, et je ne le regrettais pas une seule seconde. À 8 heures pile, Samantha et Izen arrivèrent avec un camion de location. Amanda était aussi là pour aider. Carole était présente, les bras croisés, comme pour superviser un grand événement. Même la mère d'Izen débarqua, une femme que je ne connaissais pas et dont je n'avais jamais entendu parler. La première chose qu'elle fit en sortant de la voiture fut de crier à propos de « l'injustice » de mettre son fils à la rue. Il n'a nulle part où aller. Ce fut la première phrase que j'entendis ce matin-là,
lancé avec une dramatisation et un ton qui cherchait la pitié. Elle le répéta encore et encore, comme si elle lisait un script mal répété. Elle parlait d'Isen, son amant, un homme de 38 ans qui avait passé des mois à coucher avec ma femme pendant que je payais le crédit de la maison où il vivait comme si de rien n'était. Le détail drôle, si quelque chose dans tout cela pouvait l'être, était que ce pauvre type sans ressources était le même qui avait aidé à détruire mon mariage. Moi, bien sûr, j'étais le méchant. L'homme froid, l'insensible, qui ne comprenait pas les difficultés de la vie, qui n'avait aucune empathie parce que j'avais un emploi stable et que je ne prétendais pas que l'art incompris justifiait de ne payer aucune facture. Samantha me criait dessus sans arrêt. Elle parlait de la crise économique, du manque d'opportunités, du fait que tout le monde ne pouvait pas être un privilégié de bureau. Chaque mot semblait répété, comme si elle faisait un discours pour une caméra imaginaire, et je finis par cesser d'écouter. J'avais déjà tout entendu. Rien ne pouvait plus me surprendre. Pendant qu'elle jouait la comédie, ils commencèrent à charger les cartons dans le camion garé devant la maison. Ce qui aurait dû être un simple déménagement d'affaires personnelles se transforma en spectacle pour les voisins. Samantha exagérait chaque mouvement. Elle feignait des douleurs chaque fois qu'elle soulevait un carton, se pliait légèrement, portait une main à son abdomen comme pour protéger une grossesse inexistante. Elle le faisait avec une telle précision qu'on aurait dit qu'elle s'était entraînée devant un miroir. Elle voulait que tout le monde la voie comme la victime d'une histoire cruelle. Isen, avec l'assurance de celui qui croit posséder ce qui ne lui appartient pas, se dirigea directement vers le téléviseur du salon, un Samsung 65 pouces que j'avais acheté seulement 2 ans plus tôt. Il l'éteignit sans même me regarder, avec un calme qui me fit bouillir le sang, et commença à le décrocher du support mural comme si c'était le sien. « C'est à moi, dis-je, croisant les bras. »« Samantha l'utilise, répondit-il, effronté. »« Elle regarde la télé tous les soirs, donc c'est à elle. » J'eus envie de rire de cette logique absurde, mais je me contentais de désigner le classeur de mon bureau. Les reçus avec date, numéro de carte et signature sont là. C'est un fait, pas une opinion. Ne sois pas mesquin, mon pote, ajouta-t-il, comme si la situation était une blague privée entre amis. Mesquin? Rétorquai-je. Tu couches avec ma femme, tu essaies de prendre ma télé, et c'est moi le mesquin. C'est alors que l'un des 2 policiers présents, un homme imposant, grand, à la voix ferme et au visage impassible, s'avança d'un pas. Monsieur, laissez le téléviseur où il est, ordonna-t-il. Isen recula sans un mot. Il reposa l'appareil avec une précaution ridicule, comme s'il pesait soudain 100 kg. Typique du tyran, mais seulement quand il n'y a pas de conséquences réelles. Amanda, qui ne voulait pas être en reste, se dirigea vers la cuisine, s'accroupit et commença à dévisser les pieds de la table. Samantha a besoin de meubles pour son nouveau foyer, dit-elle sans me regarder, comme si son acte était parfaitement justifié. Qu'elle les achète alors? Avec quel argent? Tu as gelé tous ses comptes, répliqua-t-elle, indignée. Elle travaille, répondis-je. Et Isen est un artiste. À eux deux, ils sauront bien se débrouiller. Tu es cruel, intervint Carole, qui filmait toute la scène avec son téléphone comme une reporter de guerre. Son ton était théâtral, forcé. Elle marchait de long en large, cherchant les meilleurs angles. C'est de la violence économique, déclara-t-elle à voix haute. C'est comme ça que les hommes punissent les femmes qui les quittent. Ils les chassent de chez elles, ils leur prennent tout. Le monde doit voir cette injustice. Ceci, répliquai-je calmement en montrant le sol, c'est ma maison. Acte notarié. Tout le monde peut le vérifier. Peu importe, insista T.L. Elle a vécu ici. Elle a des droits. Richard Cohen, mon avocat, venu superviser pour que tout se passe dans la légalité, ouvrit sa serviette avec une précision chirurgicale. Bien propre, antérieur au mariage, dit-il en montrant l'ordonnance du tribunal. Usage exclusif accordé par le juge. Carole continua de filmer, marmonnant qu'elle allait me rendre virale, exposer un abuseur, et d'autres phrases préfabriquées qui sonnaient comme un scénario bon marché de TikTok. Le moment le plus tendu arriva vers midi. Samantha s'approcha du salon de jardin de ma grand-mère. Une table en acajou avec 6 chaises, qui appartenait à ma famille depuis 3 générations. C'était plus qu'un meuble, c'était une histoire, un héritage. Quand je la vis poser les mains sur l'une des chaises et la tirer vers la porte, je sentis une vague de chaleur me remonter le long du dos. N'y pense même pas, dis-je sèchement. Lâche ça. Tout de suite.
Nous l'avons choisi ensemble, répondit-elle d'un ton mêlant défi et fausse tristesse. Non. Je l'ai hérité au décès de ma grand-mère. Tu étais juste là quand je l'ai fait livrer. J'en ai besoin pour les bébés, dit-elle soudain. Quel bébé, demandai-je, incapable de réprimer mon incrédulité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa chirurgie. Il était impossible qu'elle soit enceinte. Les bébés à venir. Quand les enfants arriveront. Il n'y a pas de nous, Samantha. Tu es avec lui. Lâche la table et va-t'en. C'est alors qu'elle se mit à pleurer. Pas des larmes silencieuses, mais un spectacle assourdissant, sanglots, cris, halètements. Elle voulait que tout le monde croie que j'étais un monstre. Tu es cruel. Tu n'as pas de cœur. J'ai perdu 15 ans de ma vie avec toi et c'est comme ça que tu me remercies? C'était une drôle de façon de décrire un mariage qu'elle avait elle-même trahi. Izen gonfla le torse, essayant de jouer au héros qu'il n'avait jamais été. Mais tu dois la respecter. Elle traverse une épreuve terrible. Le respect? Tu couches avec ma femme, tu habites chez moi, tu essaies de voler ma télé et tu exiges du respect? Je défends la femme que j'aime. Tu l'aimes tellement que tu ne peux même pas subvenir à ses besoins. Très romantique. Un des policiers s'interposa entre nous avant que la tension ne monte d'un cran. Finalement, ils partirent vers 14h30. Le camion de location s'éloigna à moitié vide, car la plupart des meubles de valeur m'appartenaient. Ils n'emportèrent que des vêtements, des ustensiles de cuisine, quelques affaires de salle de bain et des effets personnels. Avant de partir, Samantha baissa la vitre. Ses yeux étaient rouges, mais non de douleur réelle et de rage contenue. « Mais tu vas le regretter, me dit-elle. Quand tu mourras seul, misérable, sans personne pour t'aimer, tu te souviendras de ce jour. » Mieux vaut cela qu'élever les enfants d'Izen, répondis-je, sans détourner le regard. Le camion disparut au bout de la rue. L'un des policiers me donna une tape amicale sur l'épaule. « Situation délicate, mon ami. » Oui. Mais ça va aller. Croyez-moi. J'espérais qu'il ait raison. 3 jours plus tard, je reçus un appel d'Amanda. C'était la première fois qu'elle me parlait sans crier. Sa voix semblait épuisée, tendue, comme si elle retenait sa frustration depuis des jours. « Je n'appelle pas pour eux, dit-elle. J'appelle pour moi. Ils me rendent folle. Ils doivent quitter mon appartement. Est-ce que tu pourrais leur prêter un peu d'argent? » Non, répondis-je, sans détour. Silence. Je pouvais imaginer son expression de l'autre côté de la ligne. Izen ne cherche pas de travail. Il dit qu'il digère le traumatisme du déménagement. J'imagine. Et Samantha n'arrête pas de parler des noms possibles pour les bébés. Elle n'est même pas enceinte, mais elle a déjà des cahiers pleins de listes. Toujours, demandai-je. Oui. Et ils essaient. Il y eut une pause. Et ils essaient, bruyamment, dans ma chambre d'amis. Mes enfants ont 8 et 10 ans. Ils commencent à poser des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Et tu veux que je leur donne de l'argent pour qu'ils puissent continuer, dis-je. Amanda soupira. Mais tu as raison. C'est de la folie. Je ne sais pas à quoi elle pensait. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. Elle raccrocha. 1 heure plus tard, je reçus un message d'elle, désolé pour tout. Tu avais raison. Pendant ce temps, la procédure de divorce suivait son cours méthodique et froid comme tout ce qu'elle n'avait pas su construire avec moi, mais avait su détruire. Patricia commença à tarder à répondre aux appels de Richard Cohen. Ce qui était immédiat prit des heures, puis des jours. On voyait que l'élan initial du dossier s'effritait. Sentant sa position juridique s'affaiblir, Samantha commença à faire des offres désespérées. La plus récente arriva ce matin-là même, elle demandait $500 en espèces. En échange, elle s'engageait à disparaître de ma vie. Pas de maison, pas de pension, pas de droit futur. Juste l'argent, point final. Je me souviens du regard que Richard me lança, en disant calmement, en vérité, ce n'est pas une mauvaise offre. Vous en dépenserez bien plus si ça va au procès. Et pas seulement de l'argent à votre temps et votre santé mentale aussi. Je me contentais de le regarder en silence. Elle m'avait trompé avec son ex, avait voulu que j'élève son enfant, avait changé les serrures de ma propre maison et avait demandé une ordonnance restrictive mensongère pour m'en faire sortir. En plus de cela,
elle avait tenté de s'approprier les meubles anciens qui appartenaient à ma grand-mère. Elle ne méritait pas un centime de plus que ce que la loi lui donnait droit. Richard hocha la tête. C'est votre décision. Mais l'offre est assez raisonnable. Ma réponse fut simple et catégorique, non. Le jeudi, en triant mes emails, je reçus un message d'un numéro inconnu. C'était Izen Russo. Il faut qu'on parle. D'homme à homme, écrivit-il. Je ne répondis pas. J'essaie de faire ça correctement. Avec respect. Tu couches avec ma femme. Le respect n'a rien à voir là-dedans. Elle est en train de divorcer de toi. Elle n'est pas encore mon ex-femme, génie. Les papiers ne sont pas signés. Je veux juste que tu saches que je vais prendre soin d'elle. Je serai à ses côtés. Elle n'aura besoin de rien de toi. Et avec quel argent comptes-tu faire ça? L'amour n'a pas besoin d'argent. Les bébés, si. Le loyer, si. La nourriture aussi. Bonne chance avec ça. À partir de là, il se mit à m'envoyer des paragraphes interminables sur le destin, les âmes sœurs et comment lui et Samantha étaient prédestinés à être ensemble. Il m'accusa d'égoïsme pour avoir interféré dans leur histoire d'amour. Il affirma que on ne peut pas arrêter l'inévitable. Quand j'en eus assez, je répondis, tu as eu ta chance il y a 16 ans. Tu l'as quitté pour une plus jeune. Tu lui as brisé le cœur. Maintenant que tu es fauché, tu cherches une bouée de sauvetage. Samantha s'est proposée. Le problème n'est pas le mien. Tu es aigri, rétorqua-t-il. Non. Juste réaliste. Je bloquai son numéro. Il ne me dérangea plus. Le lendemain, vendredi après-midi, alors que j'étais en réunion, je reçus un message de la réception, il y a une Samantha Black ici. Elle dit que c'est urgent. Je descendis, l'estomac noué. Je la trouvai dans le hall, visiblement à bout. Les cheveux sales, tirés en arrière n'importe comment, sans maquillage, portant les mêmes vêtements que je l'avais vu porter 3 jours plus tôt. Elle avait de profonds cernes. Parler à mes avocats, dis-je à peine l'avoir vue. C'est à ça qu'ils servent. Je suis enceinte, lâcha-t-elle soudain. Un froid sec me parcourut l'échine. Si vite? Ça ne fait que 3 semaines depuis ta chirurgie. Le médecin a dit que je pouvais être très fertile juste après la réversion. Ça peut arriver. Félicitations. Alors Izen doit être ravi. Il l'est. Mais, nous avons besoin d'aide. Non. Ce bébé est la responsabilité d'Izen. Vous avez pris cette décision. Tu vas vraiment laisser un enfant souffrir juste parce que tu es en colère contre moi. Je vais laisser Izen assumer son devoir de père. Il est peut-être temps qu'il apprenne ce que ça signifie. Elle se mit à pleurer de façon spectaculaire. Du mascara coulait, des sanglots exagérés. Le gardien de sécurité ne savait plus où regarder, tant le malaise était palpable. J'ai fait une erreur, dit-elle entre ses larmes. J'aurais dû te parler avant. Être honnête dès le début. Tu aurais dû être fidèle à notre mariage. On peut arranger les choses. Tu pourrais être le père. Tu pourrais l'adopter légalement, comme s'il était notre enfant. Le garde tout sauta pour étouffer un rire. Samantha, partez. Retournez chez Amanda, ou là où vous logez maintenant, mais partez. Ce n'est pas fini. Tu vas regretter d'avoir abandonné ta famille. Ce n'est pas ma famille. Ça ne l'a jamais été. C'est la tienne et celle d'Izen. Bonne chance avec ça. Je la vis se diriger vers une voiture de location. Apparemment, la vieille Honda Civic d'Izen ne suffisait plus à transporter toutes ses affaires. Elle resta assise au volant quelques minutes, pleurant sans doute un peu plus, puis partit. Je retournai à mon bureau, mais fus incapable de me concentrer le reste de la journée. Le jugement de divorce arriva 2 mois plus tard. La négociation fut pénible, audience, paperasse, proposition rejetée. Finalement, le juge décréta un partage standard, 50-50e des biens communs. La maison m'était acquise, achetée avant le mariage, mais je dus lui verser $3 500 pour la plus-value accumulée durant notre union. Un prix que je payais avec plaisir pour en être débarrassé définitivement. Au total, Samantha repartit avec environ $7 300, sa moitié des économies, quelques investissements mineurs, et rien de plus. Pas la maison, pas de pension alimentaire,
pas de ce « foyer familial » dont elle rêvait. L'histoire de la grossesse était une farce. Amanda m'envoya un message 15 jours après la scène dans le hall, ses règles sont arrivées. Elle n'a jamais été enceinte. Elle était juste désespérée. Ainsi s'effondra l'illusion. Izen tint exactement 34 jours après que le divorce devint officiel. 34 jours pour réaliser qu'il n'y aurait pas de maison de maître, pas d'argent à volonté, pas de vie confortable. Juste Samantha, avec ses $7 300 qui fondaient entre les cautions, les meubles, la nourriture et le loyer. Un matin, Samantha se réveilla et trouva un mot sur la table de la cuisine. « Je dois me retrouver. Ça ne marche pas. L'énergie n'est pas bonne. Je suis désolé. » Izen avait disparu. Il avait emporté l'argent liquide qu'elle avait retiré pour acheter des meubles pour une prétendue chambre de bébé à un bébé qui n'avait jamais existé. Et ainsi se termina leur grande histoire d'amour. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, chers amis, que retenir de cette touchante histoire? Que l'amour triomphe toujours, bien sûr. Surtout quand il s'agit de l'amour d'un homme sans emploi pour ta maison, ton argent, et ta volonté d'élever ses futurs enfants. Un vrai conte de fées moderne. La morale, si l'on peut en trouver une, est simple, si votre partenaire de 15 ans décide soudainement de recréer une famille avec son ex, assurez-vous d'avoir un bon avocat, un compte séparé, et surtout, une colonne vertébrale. Parce que parfois, suis ton cœur signifie en réalité va te faire voir, je pars avec le gars qui ne peut même pas payer un café. Un grand bravo à Izen, l'artiste, pour sa performance magistrale en tant que parasite romantique. Et à Samantha, pour nous avoir rappelé que certaines personnes confondent le mariage avec une start-up où l'on est le seul investisseur. N'oubliez pas de vous aimer les uns les autres, mais gardez toujours les reçus. À la prochaine.